Même dans notre deuil, nous rendons grâce pour cette vie si fidèle. Je suis profondément conscient de ce grand héritage et des devoirs et lourdes responsabilités qui en découlent. Je crois pouvoir affirmer sans risque de me tromper que le changement est à l'ordre du jour. Le changement est positif. Je l'accueille et j'apprécie ce changement. Je n'en ai pas peur. Pendant des semaines, la tension couvait derrière les murs du palais, dissimulée sous des sourires de façade et des apparences soigneusement orchestrées. Puis, soudain, tout a basculé. Un scandale impliquant la reine Camilla n'a pas seulement ébranlé la confiance du public, il a aussi imposé une décision inattendue. Le roi Charles, toujours couronné, s'est retiré tandis que le prince William prenait discrètement le pouvoir, redéfinissant l'ordre royal sans la moindre annonce officielle. Les rumeurs allaient bon train. Les alliances se sont transformées, et la monarchie elle-même a semblé fléchir sous la pression. Mais voici ce qui rend ce moment véritablement choquant. Était-ce une mesure nécessaire pour sauver la couronne ou le début de quelque chose de bien plus dangereux? Partagez votre avis ci-dessous. Le scandale qui a provoqué une crise royale. Dès que le prince William a franchi le seuil de la résidence de son père, un malaise s'est fait sentir. Aucune annonce, aucun protocole. Il n'a pas attendu d'être reçu ni escorté. Il est entré comme un homme transportant quelque chose d'urgent qu'il ne pouvait attendre. Le personnel remarqua immédiatement non seulement son arrivée soudaine, mais aussi le regard glacial qu'il affichait. Il ne salua personne. Ce seul fait leur fit comprendre que la situation était grave. Depuis des semaines, il assistait à une situation qui s'aggravait de jour en jour. Au cœur de ce scandale persistant, lié à un ancien collaborateur royal déchu, dont le nom avait déjà durablement terni l'image de la monarchie. Le problème n'était pas seulement le scandale en lui-même, mais aussi le fait que la reine Camilla aurait maintenu des liens privés avec cette personne, même après que la controverse ait éclaté au grand jour. Messages, soutien discret et invitations supposées avaient dressé un tableau inquiétant, que les critiques n'ont pas tardé à exploiter. Aux yeux du public, le palais semblait n'avoir tiré aucune leçon. Lorsque William s'est finalement présenté devant la reine Camilla, sa réaction a révélé qu'elle ne s'attendait pas à cette confrontation. Certainement pas de cette façon. Mais de son point de vue, il ne s'agissait pas d'un scandale, au sens où d'autres l'ont décrit. La relation en question existait bien avant que les gros titres ne deviennent sensationnalistes. Cette relation s'était construite sur des années de confiance mutuelle, bien avant qu'elle ne devienne reine, bien avant que les pressions de la couronne ne bouleversent son univers. Elle ne se voyait pas comme défendant l'injustice. Elle se voyait comme refusant d'abandonner quelqu'un simplement parce que le monde entier s'était retourné contre lui. Pour elle, la loyauté signifiait rester ferme même dans les moments difficiles. Elle se souvenait de son propre passé, des années où l'opinion publique s'était montrée impitoyable envers elle, où chacun de ses gestes était jugé et critiqué. À l'époque, ce sont ceux qui étaient restés à ses côtés qui l'avaient aidé à survivre. Ses souvenirs ont façonné sa vision du présent. Alors pourquoi devrait-elle maintenant devenir le genre de personne qui abandonne dès que les choses se compliquent? Mais le prince William ne voulait pas dissocier l'émotion de la réalité. Il a exposé les faits clairement. Il ne s'agissait pas simplement d'une amitié passée. C'était un contact continu en pleine affaire de scandale. Dans un monde où chaque action peut être exposée, ce genre de relation n'était pas sans conséquences. Cela envoyait un message. Et ce message, intentionnel ou non, laissait entendre une tolérance envers un comportement que le public avait déjà condamné. À une époque où la confiance dans la monarchie était déjà fragile, c'était un risque qu'il estimait qu'il ne pouvait tout simplement pas se permettre. La conversation a rapidement dévié d'une simple relation pour aborder un sujet bien plus profond. Elle s'est transformée en un affrontement de convictions. Camilla considérait la monarchie comme une institution composée d'êtres humains, des personnes qui méritaient encore une vie privée et une loyauté personnelle. Guillaume voyait les choses différemment. Pour lui, la monarchie était avant tout un symbole. Et les symboles ne survivaient pas grâce aux sentiments personnels. Ils survivaient grâce à la confiance du public. Et dans ce moment, cette confiance était en train de s'effriter. Leurs paroles se firent plus acerbes, leurs positions plus intransigeantes. Plus aucun des deux n'écoutait vraiment. Chacun croyait protéger la monarchie, mais de manière complètement différente. Il y a aussi le roi Charles III. Il n'était pas présent au début de la confrontation. Mais lorsqu'il en fut informé, il en comprit immédiatement toute la gravité. Il ne s'agissait pas d'un simple désaccord, mais d'une rupture entre sa femme et son héritier. Deux personnes au cœur même de son univers. Et maintenant, elles se retrouvaient dans des camps opposés face à une crise qui exigeait une intervention. Mais quelle intervention pouvait-il entreprendre? Soutenir Camilla, c'était risquer de paraître indifférent au scandale.
Soutenir William risquait de saper son autorité, et peut-être même son mariage. Ne rien faire n'était pas envisageable non plus. La tension commençait déjà à se propager au-delà des chambres privées. Le personnel chuchotait. Des loyautés se formaient discrètement. Le palais, d'ordinaire calme et serein, commençait à se fissurer de l'intérieur. 3 jours plus tard, le prince William revint. Et cette fois, il n'était pas venu pour se disputer. Il était arrivé avec un ultimatum, rompre tout lien avec quiconque impliqué dans le scandale. Sinon, il porterait l'affaire hors des murs du palais. Il ne s'agissait pas simplement d'une exigence, mais d'un défi direct, chose rare au sein de la famille royale. Un héritier, qui prend les devants, qui met le problème sur la place publique. Et à cet instant, tout a basculé, car il ne s'agissait plus seulement d'une amitié controversée. La situation avait évolué vers quelque chose de bien plus sérieux. Une lutte silencieuse pour le pouvoir, pour le jugement, et pour l'identité même de la monarchie. Le tout sous le regard attentif d'un monde plus scrutateur que jamais. Comment William est-il parvenu à déjouer et à déstabiliser Charles dans un moment d'équilibre si fragile? Quelles forces occultes ont véritablement façonné ce basculement du pouvoir? Analysons comment le contrôle s'est progressivement et presque imperceptiblement imposé et remodelé. Une lutte de pouvoir silencieuse au sein de la couronne. Depuis des générations, le système qui encadrait le pouvoir royal suivait un schéma clair et précis. Le monarque régnait, l'héritier attendait. C'était simple, structuré et rarement remis en question. Le futur roi ou la future reine pouvait conseiller, préparer et observer. Mais jamais franchir cette limite invisible. Cet équilibre protégeait la couronne elle-même, maintenant l'ordre même en temps de crise. Mais cet équilibre n'a pas tenu. Guillaume a fait un geste qu'aucun héritier moderne n'avait osé entreprendre. Il n'est pas resté les bras croisés. Au contraire, il a pris l'initiative et revendiqué son droit à influencer les décisions qui, par tradition, relevaient exclusivement de son père. Ce n'était pas seulement inattendu. C'était troublant. Ceux qui connaissaient des traditions royales n'étaient pas choqués par ce qu'il voulait, mais par la manière dont il avait choisi de l'obtenir. Cette méthode enfreignait une règle tacite qui avait guidé la monarchie pendant des décennies. Et le timing était crucial. Derrière les portes du palais, Charles n'était pas aussi fort qu'il le paraissait en public. Son emploi du temps était devenu imprévisible, souvent perturbé par des problèmes de santé persistants. Ses apparitions officielles trahissaient encore sa confiance, mais ses proches percevaient la tension qui l'habitait. La maladie et la pression l'avaient épuisé, minant insidieusement sa capacité à gérer un conflit prolongé. William le constatait. Il comprit que ce n'était pas le moment d'attendre, mais d'agir. En présentant ses exigences, au moment où son père était au plus bas, il créa une situation où toute résistance serait difficile, voire épuisante. C'était un risque calculé qui révélait jusqu'où il était prêt à aller. Au sein du palais, les réactions étaient partagées. Certains estimaient que Guillaume agissait comme il se devait. La monarchie était sous pression, en proie à la controverse et au doute populaire. Tout retard dans l'action décisive pouvait rendre les dégâts irréversibles. De ce point de vue, Guillaume n'a pas outrepassé ses prérogatives. Il protégeait l'institution avant qu'elle ne sombre davantage dans la crise. Mais d'autres y voyaient un danger. À leurs yeux, il s'agissait de bien plus qu'une simple initiative audacieuse. C'était une limite franchie. Si un héritier pouvait transgresser la tradition une fois, qu'est-ce qui l'empêcherait de recommencer? La monarchie reposait sur des rôles clairement définis. Estomper ces rôles risquait de créer de la confusion, voire pire, une instabilité dont les conséquences pourraient s'étendre bien au-delà d'une simple décision. Les tensions montèrent sournoisement, mais brutalement. La demande de William était inflexible. Il exigeait une unité totale au sein de la famille, notamment pour se distancer de toute personne impliquée dans un scandale. Il ne pouvait y avoir ni signaux contradictoires, ni loyauté privée susceptible de devenir des problèmes publics. Chaque action devait véhiculer le même message. Et c'est alors que venait la partie la plus difficile. La position de Camilla la plaçait directement au cœur de la tempête. Au lieu de simplifier les choses, elle compliquait la situation. Si elle ne pouvait pas se retirer comme William l'espérait, tout ce qu'il essayait de construire risquait de s'effondrer avant même d'avoir pu se développer. Parallèlement, la pression sur Charles ne cessait de croître. La confiance du public envers la monarchie s'érodait. Des conversations qui paraissaient autrefois impensables, comme celle d'abdiquer, étaient désormais abordées plus ouvertement. Le poids qui pesait sur ses épaules n'était plus seulement personnel, mais aussi institutionnel. Chaque décision avait des conséquences susceptibles de façonner l'avenir même de la couronne. Au cœur de tout cela, un père et son fils, engagés dans une lutte silencieuse mais intense.
William a exposé sa position avec logique et clairvoyance. Il a présenté scénario après scénario, démontrant comment même de petits compromis pouvaient dégénérer en problèmes majeurs. Son argument était simple, mais difficile à ignorer. Les demi-mesures ne résoudraient rien. Charles l'écouta. Et c'était là le plus difficile, car au fond de lui, il savait que son fils disait vrai. La monarchie était vulnérable. Les risques étaient bien réels, mais accepter les demandes de William impliquait bien plus que la résolution d'une simple crise. Cela signifiait modifier l'équilibre des pouvoirs lui-même. Lentement, presque sans crier guerre, les choses commencèrent à changer. Les décisions autrefois prises par le roi passèrent désormais entre les mains de Guillaume. Les conseillers s'adaptèrent. Les procédures ont changé. Aucune déclaration officielle n'a été faite, mais la réalité est devenue impossible à ignorer. L'autorité n'était plus là où elle avait toujours été. Il avait déménagé, pas officiellement, pas publiquement. Mais c'était indéniable. Et tandis que ce changement s'installait, une question persistait, devenant de plus en plus pressante. Que se passe-t-il lorsque protéger la couronne implique de renoncer au pouvoir même qui la définit? Restez à l'écoute. Le choix impossible qui a brisé la couronne. Le roi Charles a finalement atteint un point où tout retard n'était plus envisageable. Pendant des semaines, il avait tenté de reporter une décision qui pesait lourdement sur son mariage et sur la stabilité de la monarchie. Il avait espéré que le temps apporterait une solution qui satisferait à la fois sa femme et son fils. Mais cet espoir s'est estompé face à la pression croissante. Le scandale refusait de s'éteindre. La colère du public s'intensifiait, et le prince William ne montrait aucun signe de fléchissement. Ce qui semblait autrefois ouvert s'était transformé en une situation rigide et inévitable. La reine Camilla pressentit le changement avant même que Charles ne l'exprime à voix haute. Lors de conversations privées, elle remarqua de subtiles variations dans son ton, une hésitation discrète remplaçant sa certitude. La défense acharnée qu'il lui avait autrefois opposée commença à faiblir, et de petits signes laissèrent place à une douloureuse prise de conscience. Il ne la soutenait plus fermement, mais s'apprêtait à privilégier la monarchie à leur lien. Le moment critique survint lors d'une brève entrevue privée. Charles présenta sa décision comme une mesure imposée par les circonstances. Pourtant, tous deux connaissaient la vérité. En tant que roi, il détenait encore l'autorité constitutionnelle pour rejeter les demandes de Guillaume. Mais l'autorité seule ne suffisait plus. Sa santé déclinait, la pression était intense. Et la détermination de William était implacable. Ensemble, ces facteurs rendaient toute résistance impossible. Camilla avait du mal à accepter cette réalité. Bien qu'elle comprenne les raisons de cet éloignement, cela n'atténuait en rien sa douleur. L'homme qui avait jadis bravé le monde pour la soutenir s'éloignait désormais. À cet instant, elle se demanda si Charles avait réellement envisagé de refuser William. Sa réponse fut hésitante, révélant sa volonté de ne pas décevoir les deux camps, mais Guillaume disposait d'un pouvoir de négociation supérieur. Ce pouvoir résidait dans sa capacité à menacer la réputation de la monarchie, tandis que l'influence de Camilla se limitait à des conséquences personnelles. Ce déséquilibre a profondément modifié la prise de décision au sein du palais. Il n'y eut aucune cérémonie, mais le pouvoir passa discrètement. Charles se retire des réunions stratégiques et William prit la relève, d'abord comme participant, puis comme décideur. Les conseillers s'adaptèrent rapidement, comprenant que la préservation de l'institution primait sur la tradition. Le pouvoir a changé, même si les titres sont restés inchangés. Camilla s'est retrouvée de plus en plus exclue. Des décisions étaient prises sans elle, et les conversations se poursuivaient sans sa présence. L'exclusion s'est peu à peu muée en isolement. Charles se rassurait en se disant que ces changements étaient temporaires, persuadé que les choses rentreraient dans l'ordre. Mais ceux qui vivaient au palais savaient la vérité. Une fois l'autorité transférée, elle revient rarement. L'influence de William n'a cessé de croître, ses stratégies s'avérant efficaces pour gérer la crise. Ce qui avait commencé comme une mesure temporaire s'est rapidement transformé en structure. Le rôle de Camilla s'est amoindri à mesure que les courtisans la courtisaient. Elle a vu les décisions se prendre sans son implication, réalisant que sa position était passée de partenaire à distante. Bien que toujours reine, son influence avait été discrètement érodée. Charles, qui détenait autrefois le pouvoir central, devint une figure plus symbolique. Il assistait aux réunions, mais les décisions étaient souvent déjà prises. Guillaume contrôlait désormais la stratégie et la direction, pilotant de fait les opérations de la monarchie. La présence du roi servait de plus en plus à confirmer les décisions plutôt qu'à les influencer. Finalement, le choix de Charles s'est révélé être un choix forcé. Guillaume avait agencé la situation de telle sorte que chaque alternative ait de lourdes conséquences.
Soutenir son épouse mettait en péril la monarchie, tandis que soutenir la monarchie signifiait prendre ses distances avec elle. Charles choisit la couronne, préservant ainsi l'institution mais cédant son autorité à son fils. Camilla assiste impuissante à la transformation de l'homme qui avait jadis défié le monde pour elle, face à une réalité sur laquelle elle n'avait aucune prise. Et dans ce silence, le palais commença à se transformer. Désormais, la couronne ne garantit plus le pouvoir. Et la reine, qui jadis se tenait aux côtés du roi, commence à disparaître du système même qu'elle avait contribué à perpétuer. Le pouvoir de Camilla s'amenuise. Mais est-ce vraiment la fin de son influence? Ou le début de quelque chose de bien plus inattendu? La suite au prochain épisode. La chute silencieuse d'une reine. Le roi Charles n'avait plus la possibilité de différer sa décision. Pendant des semaines, il avait tenté de gagner du temps, espérant que la pression s'apaiserait et qu'une solution se présenterait, préservant ainsi son mariage et la stabilité de la monarchie. Mais cet espoir s'estompa à mesure que la situation s'envenimait. Le scandale persistait. L'indignation publique grandissait et le prince William ne montrait aucun signe de fléchissement. Ce qui paraissait autrefois ouvert s'était transformé en une position rigide et inéluctable. Camilla remarqua le changement avant même que Charles ne le reconnaisse. Anne Purvey, sa confiance commença à s'éroder et la certitude fit place à l'hésitation. L'homme qui avait jadis défendu avec conviction leur position commune ne le faisait plus. Ces petits signes révélaient une vérité qu'il devenait impossible d'ignorer. Charles était enclin à protéger la monarchie, même si cela impliquait de sacrifier certains aspects de sa relation avec elle. Le moment décisif survint lors d'une brève réunion privée. Charles expliqua que sa décision était due aux circonstances plutôt qu'à un choix personnel. Tous deux comprenaient la vérité profonde. Malgré les pressions, Charles détenait encore l'autorité constitutionnelle pour rejeter l'ultimatum de Guillaume. En tant que roi, il avait le pouvoir de faire un autre choix, mais détenir ce pouvoir et l'exercer n'étaient plus synonymes. Charles était confronté à de multiples pressions simultanées. Sa santé déclinait, la surveillance était intense et la détermination de Guillaume était inébranlable. Ces facteurs rendaient toute résistance apparemment impossible. Camilla le comprenait intellectuellement, mais émotionnellement, être mise à l'écart était profondément douloureuse. La prise de conscience que l'homme qui avait jadis bravé le monde pour l'épouser s'éloignait désormais la blessait bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Au cours de cette conversation, Camilla demanda à Charles s'il avait réellement envisagé de refuser les exigences de William. Charles eut du mal à répondre. Il admit avoir cherché un moyen de satisfaire les deux parties, mais reconnut finalement que William avait plus de poids. William pouvait menacer la réputation de la monarchie, tandis que la position de Camilla était purement personnelle. Ce déséquilibre donnait l'impression que le choix était déjà joué. Ce qui suivit fut une transition discrète plutôt qu'un transfert de pouvoir officiel. Charles commença à se retirer des réunions importantes. William prit sa place, d'abord comme participant, puis comme chef. Les conseillers s'adaptèrent rapidement, conscients que la stabilité primait sur la hiérarchie. L'autorité a évolué, même si les titres sont restés inchangés. Camilla s'est sentie de plus en plus exclue. Des décisions étaient prises sans elle, et les conversations se poursuivaient sans sa participation. Cela ne s'est pas produit d'un coup, mais progressivement, engendrant l'isolement. Charles croyait ces changements temporaires, mais au sein du palais, une toute autre réalité s'imposait. Une fois le pouvoir passé d'un côté à l'autre, il revient rarement en arrière. À mesure que le rôle de William s'étendait, son leadership s'avérait efficace. Ses stratégies ont renforcé sa position et son influence s'est muée en un contrôle ferme. Charles, quant à lui, est devenu plus symbolique. Il assistait aux réunions, mais souvent, une fois les décisions prises, son rôle passait de la direction des résultats à leur approbation. Camilla observa attentivement cette transformation. Son influence diminua, et les courtisans qui sollicitaient autrefois ses conseils l'ignoraient désormais. Elle conserva son titre, mais le pouvoir et le partenariat qui définissaient son rôle lui avaient échappé. Le mariage, qui symbolisait jadis l'unité, s'inscrivait désormais dans une structure où elle n'avait plus de rôle actif. Charles choisit de protéger l'institution, mais ce faisant, il renonça à l'autorité qui définissait son règne. La couronne fut préservée, mais à un prix qui bouleversa tout son environnement. Mais que se passe-t-il lorsque la couronne commence à fonctionner sans son roi, que le pouvoir glisse discrètement entre des mains invisibles et que l'équilibre bascule en silence? Serait-ce le moment où l'histoire prend un tournant inattendu? Découvrons comment ce règne officieux commence à tout remodeler. Le transfert silencieux du pouvoir au sein de la couronne. L'arrivée de William à Buckingham Palace était matinale, souvent avant même que la plupart des employés n'aient commencé leur journée.
Durant ces heures de calme, il examinait les rapports, approuvait les décisions et traitait les affaires qui, par tradition, relevaient de son père. Mais l'époque était loin d'être ordinaire. La monarchie subissait de la pression des préoccupations sanitaires et d'une surveillance publique croissante, et le système avait besoin d'une personne capable d'agir rapidement et avec détermination. Sans cérémonie ni annonce publique. William a pris ses fonctions. En coulisses, un changement s'opérait. Le personnel du palais s'est rapidement adapté, non pas en raison d'un changement de règles, mais parce que la réalité l'exigeait. Ils comprirent que leur survie dépendait de leur capacité à identifier où se concentrait désormais le véritable pouvoir. Lentement mais inexorablement, l'autorité commença à passer du roi à l'héritier. Ces changements se manifestèrent jusque dans les moindres détails. Les documents qui nécessitaient autrefois l'approbation du roi portaient désormais la signature de Guillaume. Les décisions relatives aux événements officiels, aux affaires diplomatiques et aux fonctions d'État n'étaient plus soumises à l'avis royal. Elles étaient finalisées par le bureau de Guillaume. Ce qui n'était qu'une requête devint un ordre. Même ceux qui n'étaient pas au palais le remarquèrent. Les dirigeants étrangers et les représentants gouvernementaux s'adaptèrent rapidement, considérant Guillaume comme la figure centrale des affaires royales. Dans les faits, il était devenu l'interlocuteur privilégié, tandis que Charles restait en retrait. Même lors des discussions officielles, Guillaume menait la danse et Charles n'intervenait que par tradition. Au sein du palais, les conseillers de longue date voyaient leur rôle évoluer. Certains furent écartés, tandis que d'autres furent remplacés par des individus plus en phase avec la vision de William. Le changement fut progressif et délibéré. L'ancienne garde demeura, mais son influence s'estompa à mesure que de nouveaux systèmes furent mis en place. Les apparitions publiques ont rendu cette transformation encore plus flagrante. William a commencé à occuper le devant de la scène lors d'événements qui appartenaient auparavant à Charles. Discours, annoncés et d'engagement se sont déplacés vers lui. Alors que le rôle du roi devenait plus symbolique, les photographies ont naturellement immortalisé cette évolution. Guillaume, au premier plan, captait tous les regards, tandis que Charles se tenait discrètement en retrait. Ce schéma s'est également étendu aux finances et à la gestion du pays. Les décisions budgétaires, les choix en matière de personnel et la gestion des ressources étaient placés sous l'autorité de William. Avec le temps, Charles fut informé des décisions plutôt que d'y participer. L'autorité découlait du contrôle des ressources plutôt que des titres ou de la tradition. Même les questions sensibles, comme la gestion des scandales, étaient traitées sous la direction de William. Il décidait de la manière dont la famille réagissait aux controverses, des messages diffusés et du degré de proximité que la maison royale entretenait avec certaines personnes. Son approche privilégiait la clarté et la cohérence. Ce qui a rendu ce changement d'autant plus marquant, c'est son efficacité. L'énergie, la concentration et la promptitude de William lui ont conféré un avantage certain face aux problèmes de santé de Charles. Par ailleurs, la détermination de William a fait de lui un leader naturel, même sans reconnaissance officielle. Au sein de la famille, l'influence de Guillaume s'étendait bien au-delà. Il façonnait les décisions relatives au rôle et aux relations royales, privilégiant la protection de l'institution aux liens personnels. Parallèlement, le palais s'adaptait à cette nouvelle structure. Le personnel se tourna vers l'équipe de William pour obtenir des réponses, et son style de leadership, fermé et direct, contrastait avec l'approche plus lente de Charles. L'efficacité commença à primer sur la tradition. Le rôle croissant de Catherine annonçait également l'avenir. À mesure qu'elle apparaissait plus fréquemment lors d'événements importants, le public l'a perçue, elle et William, comme incarnant le nouveau chapitre de la monarchie. Leur image a renforcé la transformation déjà en cours. Progressivement, leurs engagements internationaux ont reflété ce changement. William et Catherine représentaient la monarchie plus fréquemment, tandis que Charles et Camilla apparaissaient moins souvent. Ces décisions reflétaient l'influence croissante de la jeune génération. Charles, confronté à des problèmes de santé et à la pression, choisit de ne pas résister. Ce recul a permis au système de perdurer sans conflit ouvert. Avec le temps, la transformation s'est faite si harmonieusement qu'elle est devenue presque imperceptible. Guillaume dirigeait comme un roi déjà établi, guidant les décisions tout en conservant son titre d'héritier. Charles conserve son titre de monarque, mais le véritable pouvoir se déplaça. Les décisions, l'influence et le contrôle évoluèrent discrètement. Le changement s'opéra progressivement, dicté par la nécessité, les circonstances et les responsabilités croissantes de l'héritier. Alors que cette transition d'autorité se met en place en douceur, une question se pose. La frontière entre roi et héritier a-t-elle déjà été rompue?
Ce transfert silencieux de pouvoir pourrait-il être un phénomène déjà observé dans l'histoire? Examinons cela de plus près. La couronne en transition. Pour comprendre si la frontière entre roi et héritier a véritablement été rompue, il faut se replonger dans l'histoire. Car ce qui nous paraît choquant aujourd'hui trouve des échos dans le passé. Dans différentes monarchies, il est arrivé qu'un roi régnant, bien qu'occupant encore le trône, voit le pouvoir passer discrètement à son héritier, bien avant la passation de pouvoir officiel. L'un des exemples les plus frappants est celui du long règne de George III. Alors que sa santé déclinait en raison de ce que les historiens considèrent comme une grave maladie mentale, son fils, George IV, assuma la régence. Bien que George III restât techniquement roi, il n'était plus en mesure de gouverner efficacement. L'héritier prit alors les rênes, prenant les décisions, gérant les affaires d'État et exerçant le véritable pouvoir derrière la couronne. Il ne s'agissait pas d'un renversement formel, mais d'une nécessité née de l'incapacité du pouvoir. Néanmoins, cela a créé un précédent important. Lorsqu'un roi ne peut régner, son héritier exerce souvent un pouvoir effectif, même si celui-ci n'est pas encore officiel. Une situation similaire s'est produite durant les dernières années du règne de la reine Victoria. Bien qu'elle soit restée active pendant une grande partie de son règne, ces dernières années ont été marquées par une dépendance croissante envers son héritier, Edward VII. Après la mort du prince Albert, Victoria se retira de la vie publique. À mesure que sa notoriété diminuait, Edward assuma davantage de responsabilités en coulisses. Il devint bien plus qu'un simple héritier. Il incarna le lien entre tradition et modernité, façonnant progressivement la monarchie, avant même son accession officielle au trône. Si l'on se penche sur l'histoire plus récente, on observe des schémas similaires, quoique moins marqués, vers la fin du règne de la reine Élisabeth II. Son fils, devenu le roi Charles III, a commencé à assumer un rôle plus important. Avec l'âge de la reine, Charles a pris en charge la représentation de la monarchie lors d'événements majeurs, a participé à des missions diplomatiques et a géré des responsabilités qui incombaient auparavant entièrement à la reine. Bien qu'aucun scandale ni crise n'ait été à l'origine de ce changement, un transfert d'influence progressif, presque imperceptible, s'est opéré, façonné par l'âge, l'expérience et la nécessité. L'importance de ces exemples réside dans le fait qu'ils révèlent une vérité constante. La monarchie n'est pas toujours aussi rigide qu'elle n'y paraît. Bien que la Constitution confère formellement tous les pouvoirs au monarque régnant, le pouvoir réel dépend souvent des circonstances. La maladie, la pression publique, les tensions politiques ou les crises internes peuvent créer des opportunités permettant à l'héritier de s'affirmer, non par rébellion, mais par attente. Dans le cas de la monarchie actuelle, cette dynamique se complexifie encore davantage. Contrairement aux transitions passées, principalement motivées par la santé ou l'âge, cette situation introduit un facteur supplémentaire, la perception du public. La monarchie moderne est soumise à un examen minutieux. Chaque décision est analysée et chaque relation peut devenir un handicap. L'influence ne se résume donc pas à la simple possession du titre, mais englobe également la confiance du public. C'est là que l'histoire prend toute son importance. Les héritiers qui ont accédé au pouvoir très tôt par le passé l'ont fait parce que leur présence était jugée indispensable. Ils sont intervenus non pour contester la couronne, mais pour la protéger. Cependant, la frontière entre nécessité et abus de pouvoir est ténue. Lorsqu'un héritier commence à exercer une autorité prématurée, une question délicate se pose. Préserve-t-il la monarchie ou la remodèle-t-il discrètement? Ainsi, la situation actuelle ne se présente pas comme un cas isolé. Elle s'inscrit dans une longue tradition de période où la couronne est restée entre les mains d'une personne, tandis que le pouvoir passait progressivement d'une autre. La seule différence, c'est que le monde entier nous observe plus attentivement que jamais. Alors, que pensez-vous de la délégation de pouvoir du roi à Guillaume? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Pensez à liker et à vous abonner.